voudrais qu'on passe maintenant la parole à Monsieur Mamadou Touré, conseiller jeunesse et sport auprès du président Ouattara, donc en Côte d'Ivoire. Déjà, peut-être dites-nous ce que vous inspire ces parcours-là par rapport à votre situation en Côte d'Ivoire. Bon, je dois d'abord remercier Madame la secrétaire d'État, vous-même et l'AFD pour cette invitation. En écoutant mes prédécesseurs, je me retrouve moi-même, puisque de par mon parcours avant de me retrouver à la présidence, j'ai été leader associatif jeune. J'ai été aussi bien au niveau de la diaspora parce que j'ai vécu un moment en Suisse et à Paris. Ensuite, membre de l'Union panafricaine de la jeunesse, qui est la structure de jeunesse de l'Union africaine, membre du Conseil de la jeunesse rabo-africaine, qui regroupe les plus importantes organisations de jeunesse au niveau africain et arabe. Et dans tous ces forums, ces discussions sont souvent revenues. L'autonomisation des jeunes, la vision des jeunes, la vision des jeunes. Mais je me retrouve aussi dans une situation un peu... alors, donc, il y a ces aspirations-là que j'ai eu à partager, que j'ai eu à porter. Et depuis 4 ans, sinon un peu plus, depuis 2009, je me suis retrouvé de l'autre côté, d'abord en tant que conseiller technique du ministre de l'Intégration africaine, et puis aujourd'hui à la présidence, où je suis en charge de mettre en œuvre aussi l'idéal porté. Et donc, il y a souvent un décalage entre le rêve ou les rêves qu'on a pu avoir et la réalité. Donc, la conception du projet, les discussions et les bailleurs de fonds, la mise en œuvre avec toutes les contraintes. Et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Lorsqu'on parle de jeunesse africaine, lorsqu'on parle de la jeunesse africaine, la première question, c'est est-ce qu'il y a une jeunesse africaine ou il y a des jeunesses africaines? De par ma petite expérience, je dis il y a des jeunesses africaines. Parce que lorsque vous prenez des jeunes cadres, des étudiants, des jeunes artisans ou des jeunes agriculteurs, les besoins, les aspirations ne sont pas les mêmes. Et donc, les différentes politiques doivent cibler ces jeunes-là en fonction de leur spécificité et adapter nos réponses à leurs besoins. Des pays comme la Côte d'Ivoire, je pense que ça doit être la même chose pour la plupart des pays africains. Nous avons à peu près 60% des jeunes qui sont donc des ruraux, donc en zone rurale et donc essentiellement vivant d'agriculture. 80% de notre population a moins de 35 ans. Déjà dit que selon les normes de l'Union africaine, on est jeune en Afrique lorsqu'on a entre 16 et 35 ans. Et donc nous avons sur une population de 23 millions d'habitants, près de 18 millions, un peu plus de 18 millions qui a moins de 35 ans. Et les 15-35 ans représentent à peu près 36% de la population, ça fait à peu près 8 millions de personnes. Dans un système aussi où pendant longtemps nous avons eu 400 000 jeunes qui sortaient du système scolaire chaque année sans qualification. Dans un système aussi où vous avez 91% de la population active qui est estimée à 10 600 000 qui vit essentiellement dans le secteur informel, composé essentiellement de jeunes. Il y a aussi autre chose, hein, dans les débats que nous avons, on parle de plus en plus de chômage des jeunes. L'Afrique n'a pas un problème de chômage des jeunes, mais l'Afrique a plutôt un problème de sous-emploi des jeunes. Parce que le taux de chômage reste relativement faible pour des pays comme, en tout cas les dernières statistiques en Côte d'Ivoire qui datent de novembre 2012, montrent que nous avons 9% de la population, un peu plus de 9% de la population le taux de chômage est de 9, un peu plus de 9% de la population. Mais cela masque aussi des réalités. Ça, c'est si vous prenez donc en compte l'économie informelle, c'est-à-dire des diplômés de l'université qui sortent, qui n'ont pas d'emploi dans l'économie formelle et qui se retrouvent dans l'économie informelle à faire des petits boulots. C'est ça, par exemple. Hein. Oui. Ils sont du coup pas considérés comme chômeurs. Lorsqu'on regarde, parce que le chômage a une définition, il faut être en situation de travailler, ne pas travailler et être en situation de recherche d'un emploi. Donc, lorsqu'on prend la définition classique du Bureau international du travail, nous avons en Afrique 9% de chômeurs. Mais ces chiffres cachent des réalités. C'est que la plupart donc, des jeunes et des populations vivent dans le secteur informel avec des revenus très faibles. Et le défi aussi, c'est de faire face donc, à cette situation pour les années à venir. Et puis, bien évidemment, dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui sort des crises, nous avons la situation des ex-combattants. Beaucoup de jeunes se sont retrouvés enrôlés dans des milices de part et d'autre. C'est une situation explosive. C'est vrai que nous sommes en phase de normaliser cette situation, mais elle reste encore une préoccupation.
sur 70 000 ex-combattants, à peu près que 77 000 ex-combattants, nous avons pu insérer presque la moitié. Nous avons encore l'autre moitié à insérer. Et autant donc de défis, donc je parle de la réalité ivoirienne, mais qui peut être transposée donc dans d'autres pays. C'est face à toutes ces situations que nous essayons d'agir aujourd'hui. Et j'avoue que ce n'est pas facile. Alors justement, quelles sont les options choisies par le président Ouattara et le gouvernement pour, on l'a bien compris avec les chiffres que vous avez donnés, on a un problème de volume là, si on veut insérer beaucoup de jeunes. Et je ne parle pas seulement des jeunes diplômés qui constituent quoi, moins de 5% de la population qui vont dans l'enseignement supérieur, quelque chose comme ça. Donc là, on a un problème de volume. Comment vous faites? Quelles sont les pistes les plus prometteuses à l'heure actuelle? Alors, pour mieux comprendre la stratégie, je vous dis un peu le défi auquel nous sommes confrontés. Il faut gérer le présent. Donc, le présent, c'est tous ces jeunes dans le secteur informel, sans perspective réelle. Mais il faut gérer aussi l'avenir. C'est toute cette masse de jeunes qui, année après année, vont se retrouver donc, en situation de travail. Pour gérer l'avenir, ce sont les investissements dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Donc, depuis 2-3 ans, nous essayons d'abord les réformes de notre système d'enseignement supérieur, donc avec le système LMD qui a été introduit donc, au niveau de nos universités, ensuite l'enseignement technique et professionnel. Toutes ces réformes devraient permettre à terme de prendre en charge donc, tous ces jeunes et réduit conséquemment donc, l'échec scolaire. Je vous ai parlé de près de 400 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification. Donc, leur permettre à travers donc, des formations de courte durée d'avoir des perspectives réelles. Il faut gérer le présent. Le présent, c'est de donner une opportunité à ces jeunes qui ne peuvent pas attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et qui veulent aujourd'hui travailler. Et pour cela, avec donc les partenaires au développement, il y a des programmes qui sont développés. Nous avons par exemple le PGDEC, le programme emploi jeunes et développement des compétences avec la Banque mondiale, avec 2 composantes essentielles. La première composante qui permet de donner des perspectives en termes de stage ou premier emploi des jeunes, ou bien de leur permettre de travailler donc, à travers des TIMO. Nous appelons TIMO les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Mais là, il y a un problème. Je parle de ma propre expérience. J'en ai parlé avec certains bailleurs. On parle généralement d'inadéquation, c'est le discours classique, partagé dans tous les documents, d'inadéquation, formation, emploi en Afrique. C'est vrai. Mais moi, je parlerai beaucoup plus d'inadéquation entre l'offre d'emploi et l'aspiration des jeunes. Lorsque des bailleurs viennent et qu'on dit, bon, tous les jeunes qui ne sont pas qualifiés, nous avons les travaux à haute intensité des mains-d'œuvre, les grands chantiers, mais le jeune, il gère une cabine téléphonique, c'est un box qui lui permet donc de vendre donc, des appels téléphoniques. Il n'a pas envie d'aller travailler sur des chantiers. Pour construire le pont d'Abidjan. Voilà, ce qu'il veut, c'est d'avoir un peu plus de revenus pour, en plus donc, de la cabine téléphonique, vendre des journaux, vendre des recharges, ainsi de suite, et augmenter donc son chiffre d'affaires, ainsi de suite. Nous avons des formules tout fait, mais qui ne correspondent pas à l'aspiration véritablement des jeunes. Il est commerçant, il a sa boutique à Djamé, il n'a pas envie de laisser ça pour aller nettoyer des routes. Il a besoin d'un peu d'argent, 100 euros, 200 euros, 300 euros, pour aller au Ghana, prendre la marchandise et puis accroître donc son volume. Nous demandons à des jeunes sans qualification de faire des business plans, des projets structurés. Il n'a pas le niveau d'instruction. Il ne sait même pas ce que veut dire business plan. Donc il y a une véritable adaptation à faire. Et bon, ça, je pense que nous, en tout cas, c'est le débat en interne actuellement, puisque le président Ouattara vient de lancer une grande réflexion sur comment faire en sorte pour booster toutes les initiatives en faveur des jeunes. Et il est important que les bailleurs aussi regardent ces réalités-là pour mieux adapter donc, leurs outils. Il y a un Conseil national de la jeunesse là, qui a été créé, effectif depuis le mois d'octobre dernier. Ça va servir à quoi ? Bon, on parle de plus en plus de la participation des jeunes au processus de prise de décision. Est-ce que les jeunes sont associés aux différentes initiatives? Nous-mêmes avions initié les Assises nationales de la jeunesse. Nous avons fait 3 éditions. Les Assises sont une plateforme où les jeunes, tous les 2 ans, se retrouvent pour échanger sur leurs problèmes et où ils ont l'occasion donc, de parler avec des décideurs et puis leur dire leurs propres aspirations par rapport à telle ou telle chose. Et le Conseil national de la jeunesse fait partie des recommandations de l'Union africaine.
Et c'est un processus en cours dans plusieurs pays africains. Et la Côte d'Ivoire, donc, depuis 1 an, s'est lancée dans ce processus. Un comité de pilotage a été mis en place. Nous aurons des élections au niveau local. Et puis après, ceux qui ont été élus dans les communes, dans les départements, vont élire donc leurs représentants au niveau national. Et ce conseil-là sera donc l'interlocuteur ou l'interface entre le gouvernement, les jeunes et les bailleurs. Et donc là, on comprendra mieux quelles sont les aspirations des jeunes. En quelques mots, là, qu'est-ce que les jeunes attendent justement des partenaires internationaux? C'est une question qui est quand même un peu difficile. Alors, non, c'est 100 € pour agrandir la cabine téléphonique. Non, la question est difficile parce que généralement, les jeunes ont très peu de contact avec les partenaires internationaux. Les jeunes ont des contacts avec le gouvernement, avec les maires, mais très peu de contacts avec les partenaires internationaux. Il faut, et je me rappelle avoir posé ce problème au cours d'une réunion avec des partenaires, il faut trouver des cadres où ces partenaires-là, en plus de nous autres au niveau gouvernemental, pourraient donc échanger. Et peut-être le CNJ, puisque vous avez une multitude d'organisations de jeunes qui existent, comment on fait pour savoir que telle entité ou telle entité exprime réellement ce que les jeunes veulent. Donc, à travers leur propre organisation, donc le CNJ, je pense que les partenaires auront là un instrument qui leur permettra donc d'échanger avec les jeunes. Mais par exemple, les jeunes que vous venez d'entendre là, vous avez les mêmes en Côte d'Ivoire qui sont capables de donner de la voix, de se faire entendre? Ah oui, je pense qu'on non, mais en dehors des arcanes politiques classiques et des jeux de pouvoir classiques. Mais bien sûr, je pense que il donne de la voix. Moi, parce que j'ai la dimension technique de ma mission et la dimension politique de ma mission, donc je suis en contact avec eux tous les jours. Il faut plutôt chercher à créer des espaces pour leur permettre de se faire entendre. Ils parlent, ils agissent, mais pas très souvent avec beaucoup de possibilités de se faire entendre. Par le passé, bon, malheureusement, le contexte politique ivoirien l'obligeait. C'est d'autres jeunes qui étaient plus entendus, mais qui... ouais, notamment Blé-Goudé, tel que c'est dit dans la salle, mais qui n'est que le symbole. Et ces jeunes qui ne sont pas forcément politisés. Et donc qui ont été instrumentalisés, c'est ce que vous voulez dire, et qui continuent parfois d'être instrumentalisés par la politique? Alors, le rapport, qui instrumentalise qui? Moi, non, je parle de... J'ai milité très tôt, je suis secrétaire national au niveau donc, du parti au pouvoir, porte-parole adjoint du parti au pouvoir. Je dis, qui instrumentalise qui? Oui, les jeunes sont instrumentalisés par les politiques et ils en prennent même... c'est souvent à leur dépens parce que quand ils sont instrumentalisés pour aller casser, piller, faire ci et faire ça, au niveau... et qu'après, il faut donc confier des responsabilités, mais leurs agissements sont pris comme prétexte pour ne pas leur confier des responsabilités. Tu es casseur, tu ne peux pas être responsable. Mais les jeunes souvent aussi instrumentalisent le politique. Les jeunes savent ce que veut le politique. Les jeunes, je ne sais pas comment vous expliquer, adaptent souvent leur approche par rapport à ce que veut le politique. Et on a un jeu un peu... Blé-Goudé, par exemple, n'est pas instrumentalisé. Je veux dire, on rentre dans un jeu, on sait ce qu'on fait, le politique a ses besoins, on a soi-même ses propres aspirations, et puis on essaie... Donc c'est un jeu de manipulation de part et d'autre. Ce qu'il faut, c'est de leur permettre d'avoir les outils nécessaires. Il faut de la formation. Nous avons lancé une initiative, notamment la création d'une école de formation politique et citoyenne pour permettre donc à ces jeunes d'avoir tous les rudiments nécessaires et donc qui leur permettra de faire un choix cohérent. Voilà. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'on peut répondre aux attentes des jeunes? Je suis tenté de dire oui, si on arrive à bien identifier donc, ces attentes-là. Et pour cela, il faut les écouter, ça a été dit, il faut leur faire confiance. Il faut leur accorder un peu plus de place, bien évidemment, en fonction donc, de leurs compétences. Pour cela, il faut des politiques de formation adaptées. Pour cela, il faut aussi réduire le fossé entre les générations. Le monsieur l'a dit, je suis d'accord parce que je l'expérimente tous les jours. Aujourd'hui, nous avons un fossé entre les générations. En réalité, ce n'est pas parce qu'on ne veut
pas écouter les jeunes, c'est parce qu'on ne comprend plus le langage des jeunes. Et ça, il faut arriver donc à réduire le fossé entre les générations. Il faut aussi arriver à réduire le fossé entre les bailleurs et les jeunes, donc trouver le mécanisme pour que les jeunes soient associés à la formulation de différents projets qui leur est destiné. Il faut aussi, on l'a dit, régler le problème de l'inadéquation entre la formation et l'emploi, c'est vrai, mais je persiste pour dire que ce n'est pas suffisant. Dans mon pays, nous avons un secteur privé qui embauche 600 000 personnes. Et donc, si tous les jeunes en Côte d'Ivoire étaient formés aujourd'hui, le secteur privé n'a pas la possibilité d'absorber tous ces jeunes. Donc, il faut une politique d'industrialisation. Il faut, dans le domaine de l'agriculture, des unités semi-industrielles sur l'anacarde, de transformation de l'anacarde, du café et ainsi de suite. Et ce sont c'est cette politique-là qui permettra donc d'absorber donc, les jeunes. Et puis, le dernier mot, c'est le changement de mentalité. Ça, on le dit, nous nous rendons compte aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la performance économique en Côte d'Ivoire est au top. Nous avoisinons autour de 8 à 9% de taux de croissance. Il y a une transformation très rapide qui est en train de se faire. Madame a parlé de pesanteur, mais tout ça trouve réponse dans la nécessité de changer de mentalité. Et nous devons donc prendre en charge les jeunes dès la base pour arriver donc à une nouvelle jeunesse apte donc à répondre à tous les défis. Merci infiniment à vous tous.